Bien, Monsieur le ministre, chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Clément Beaune, ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions aujourd'hui. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du consortium international des journalistes d'investigation ont publié ce qu'il est désormais convenu d'appeler les Uber Files, s'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine, datés de 2013 à 2017. Cette enquête a dénoncé les méthodes de lobbying de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, des VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes réservées jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objectifs. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. D'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber, l'ubérisation en France et les réponses à apporter par les décideurs publics en la matière. Dans ce cadre, nous avons été largement interpellés sur l'évolution de la concurrence et la réglementation entre les taxis et les VTC depuis l'émergence des plateformes numériques telles qu'Uber en 2013. Malgré le lobbying d'Uber vis-à-vis des décideurs publics de l'époque de tous bords pour imposer son modèle, la réglementation a systématiquement évolué pour permettre la coexistence pacifiée entre les taxis et les VTC et l'encadrement de ces nouvelles pratiques, d'abord avec l'adoption de la proposition de loi Thévenoud, puis celle à l'initiative de Laurent Grandguillaume. Près de 10 ans plus tard, quel bilan faites-vous de l'évolution de la concurrence entre les différents acteurs, de l'application de la réglementation en vigueur dans le secteur du transport public particulier de personnes en France? Il nous a beaucoup été indiqué au cours de ces auditions qu'avant l'arrivée de ces acteurs et l'évolution de la réglementation, il y avait une insuffisance au fond de l'offre à Paris notamment, mais en France comparée aux autres capitales comparables. Quel bilan faites-vous et quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'offre de transport public particulier de personnes à Paris et en France comparée au marché européen et nord-américain? Notre commission d'enquête a notamment constaté un manque de données pertinentes parfois pour comprendre l'évolution du marché de la maraude réservée aux taxis et celui de la réservation préalable sur lequel taxis et VTC sont en concurrence. Pouvez-vous expliquer ces situations? Disposez-vous des données qui vous paraissent suffisantes pour pouvoir exercer votre autorité sur ce secteur? Sur le plan environnemental, j'ai noté que le ministère des Transports a fait de la décarbonation du secteur une priorité. Dans ce cadre, nous aimerions savoir quel est l'impact du développement des VTC, de la livraison sur les émissions polluantes du secteur des transports et si vous en faites un axe de votre action. Sur le plan social, nous avons relevé que le ministère des Transports assure avec le ministère du Travail, que nous venons d'auditionner, la tutelle de l'ARP, l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi créée en avril 2021 pour réguler les relations sociales entre plateformes de mobilité et travailleurs. Pouvez-vous nous indiquer de quelle manière le ministère procède pour assurer cette tutelle et quel bilan vous tirez des premiers accords, notamment conclus au sein de l'ARP? Enfin, le projet de directive européenne relative à l'amélioration des conditions de travail via les plateformes vous paraît-elle de nature à renforcer l'existence d'une concurrence saine et non faussée entre les taxis et les VTC? Quelles seraient les conséquences sur le secteur du T3P de l'instauration d'une présomption de salariat telle que souhaitée par le Parlement européen? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la position de la France sur le débat sur cette directive qui est en cours de discussion dans le trilogue? Nous aurons bien sûr d'autres questions à vous poser avec mes collègues. Je vous propose d'entamer nos discussions à ce stade. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole, je vous rappelle, Monsieur le Ministre, que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à lever la main droite, activer votre micro et dire « Je le jure ». Je le jure. Merci. Je vous laisse la parole, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Merci de me donner cette occasion d'essayer de répondre le plus précisément possible aux questions de fond que vous avez soulevées. Comme vous le savez, je suis dans la responsabilité de ministre délégué chargé des Transports depuis un peu moins d'un an. Et donc, je ne saurais m'exprimer sur l'ensemble des épisodes précédents. Mais il y a évidemment, depuis notamment 2014, le vote successif de deux lois, une ordonnance qui a été prise en 2021 sur la question de la régulation sociale en particulier, un cadre
qui s'est déployé pour réguler notamment ces véhicules de transport avec chauffeur, les VTC, et organiser les relations avec la profession de taxi. Je m'inscris dans une relative continuité, j'y reviendrai, car je pense que par petites touches, un équilibre a été trouvé dans cette régulation et que c'est maintenant essentiellement sur le plan social que nous devons faire des progrès. Je reviendrai aussi sur la question environnementale sur laquelle vous m'avez interrogé. Et puis, si vous le permettez rapidement, de dire un mot, car je crois que c'est cohérent avec cette approche, des sujets d'accessibilité qui sont aussi une des grandes transformations de ce secteur. Pour donner quelques rapides éléments de bilan, et je me tiendrai évidemment à la disposition de votre commission pour les préciser, sur l'impact de l'ouverture de ce secteur, qui ne touche pas que la France, évidemment, puisque le développement des VTC, comme on les appelle dans notre droit, est une tendance européenne et mondiale dans toutes les économies développées liées au développement d'applications numériques depuis le milieu des années 2010 à peu près. Aujourd'hui, sur le volet de l'emploi, ce sont environ 40 000 chauffeurs de VTC qui sont dits actifs, selon les informations dont nous disposons. Actifs dans le sens où il y a beaucoup plus de cartes professionnelles qui sont délivrées, environ 100 000 à la fin de l'année 2022. Mais les chauffeurs qui ont une activité régulière sont estimés par nos services et ceux du ministère du Travail à environ 40 000 qui ont des revenus, qui ont des revenus principaux ou complémentaires liés à cette activité. Je le dis très clairement, mon appréciation, c'est que ce développement s'est montré bénéfique car il a renforcé l'offre. Il n'a pas eu d'effet, en tout cas rien ne le démontre, au contraire de substitution ou d'éviction par rapport à la profession de taxi. Quand on regarde dans quelques ordres de grandeur très rapides l'évolution depuis 2014-2015 et l'arrivée de ces services de VTC, on a aujourd'hui 100 000 cartes, je le disais, 40 000 chauffeurs recensés comme actifs, et à côté de cela, le nombre de taxis a aussi évolué au niveau national à la hausse, atteignant à peu près 60 000 aujourd'hui. Quand on regarde cette proportion, 60 000 chauffeurs de taxi sur le territoire national, 40 000 chauffeurs de VTC actifs, on voit que c'est un quasi-doublement de l'offre de T3P, de transport public particulier de personnes, qui a été permis. Et pour faire le lien également avec la question environnementale, rien n'indique, même au contraire quand on regarde les développements respectifs des modes de transport, que cela se serait fait au détriment, ou là aussi par effet d'éviction, sur les transports publics collectifs que nous devons évidemment, je ne rentrerai pas dans le détail de toute la politique des transports, je crois que ce n'est pas l'objet, mais développer absolument en priorité. Donc dans nos villes, cela a apporté des solutions de transport complémentaires. Quand nous regardons d'ailleurs la comparaison de notre capitale, vous m'avez invité, avec les grandes agglomérations et métropoles européennes et mondiales, il y a une offre qui est à peu près 4 fois supérieure en équivalent T3P, et notamment sur les VTC, l'équivalent des VTC, dans une capitale comme Londres ou dans une capitale comme New York, qui sont aussi des grandes métropole touristique internationale, pour prendre des exemples comparables. On le sait, nous avons un nombre d'autorisations de stationnement, comme on dit pour les taxis, qui est faible à Paris en particulier par rapport aux grandes capitales internationales. Donc les VTC ont aussi apporté un complément, je crois, utile dans ce système de transport complémentaire. Alors, où en est-on de la régulation? Je ne reviendrai pas sur les différentes étapes. Je sais que vous avez déjà effectué un grand nombre d'auditions. Je ne reviendrai pas donc sur le détail de la loi Thévenoud, de la loi Grand-Guillaume, de l'ordonnance qui a été prise par le gouvernement précédent et confirmée par une loi de début 2022, notamment sur cet aspect de régulation sociale, ou par la loi d'orientation des mobilités. Mais si je regarde les sujets sur lesquels nous devons renforcer notre action, j'en vois deux principaux. D'abord, et cela relève en partie de mes services, de ceux du ministère de l'Intérieur, la lutte contre la fraude. Il y a des commissions locales, départementales du T3P qui prononcent un certain nombre de sanctions qui sont à quelques unités par an, il faut être tout à fait honnête. Alors cela peut vouloir dire qu'il y a peu de dérives par rapport aux règles, peut-être cela veut dire aussi que les procédures de sanctions doivent être mieux connues, mieux appliquées ou améliorées. Je suis prêt à regarder, notamment sur la base peut-être des travaux de votre commission, comment renforcer cette lutte contre la fraude. Cela nécessite aussi une action des services, en particulier de la préfecture de police, dans le périmètre de Paris, de la Petite Couronne, et le préfet de police, Laurent Nounès, est déterminé à
renforcer non seulement les actions, mais aussi les effectifs de ce qu'on appelle familièrement les BOER, qui font toute une série de contrôles sur le respect d'obligations légales ou réglementaires, mise à disposition d'un terminal de paiement électronique, évidemment l'absence totale de discrimination, le respect des compteurs, etc. Et donc là, je crois qu'il y a des actions qui sont déjà puissantes et que nous renforcerons dans les semaines et les mois qui viennent, notamment, mais c'est une occasion, et cela durera au-delà, à l'occasion donc des Jeux olympiques et paralympiques que notre capitale accueille l'année prochaine. Et puis le volet central, c'est la question des droits sociaux. Et là, il y a les suivis, avant d'être ministre des Transports, en partie, comme ministre chargé des Affaires européennes, une action nationale et européenne qui est importante. Sur l'action nationale, je suppose que mon collègue Olivier Dussopt l'a détaillé, que la Première ministre Elisabeth Borne, que vous auditionnez et qui a exercé la responsabilité de ministre chargé des Transports et du Travail, détaillera mieux que moi. Mais nous le savons, nous avons mis en place progressivement un cadre social ad hoc qui permet des négociations sociales dans le secteur, qui a permis un certain nombre de garanties de droits sociaux, des cotisations notamment en matière d'accidents du travail depuis la loi de 2016. Et puisque vous m'interrogez spécifiquement sur ce point et que cet établissement public est sous la co-tutelle de mon ministère, la mise en place, en effet, de l'ARP, de l'autorité des relations sociales pour les plateformes d'emploi. Il y a des accords qui ont déjà abouti. Avec Olivier Dussopt, nous étions rendus conjointement au siège de l'ARP avec les organisations des plateformes et des chauffeurs pour consacrer, si je puis dire, l'accord qui avait été trouvé sur une rémunération minimale par course, un revenu minimum par course de 7,65 €, qui est une étape, et nous l'avons dit, une simple première étape, mais une étape importante. Et pour répondre directement à votre question, mon sentiment est que ce cadre social commence à produire ses effets. Quand nous regardons les différents paramètres, le taux de participation, par exemple, à l'équivalent des élections professionnelles, il est faible, c'est vrai, mais ce fut une première élection. Et quand on compare à des très petites entreprises, par exemple, où le taux ne dépasse pas ou guère plus de 5%, nous avons des taux de participation, certes faibles, mais qui vont s'accroître, j'en suis convaincu, qui seront mieux connus, qui sont cohérents avec un secteur qui est encore très fragmenté et assez nouveau, et cohérents, malheureusement, si je puis dire, avec une faible participation dans beaucoup de petites structures. Donc c'est une étape qui a permis des avancées sociales. Il y a un accord de méthode qui a été conclu au même moment en début d'année qui permet aussi des discussions complémentaires et la presse s'en est fait l'écho ces derniers jours. Il y a des discussions en cours sur la question des revenus minimums pour aller au-delà de l'accord de janvier 2023. Sur l'échelon européen, il y a un débat important qui est ouvert, qui relève davantage du ministère du Travail que du ministère des Transports, mais je vais en dire un mot, l'ayant connu, que je dois vous dire toutes les informations que je connais, comme ministre chargé des Affaires européennes. Je tiens à le préciser, à le rappeler, et je crois que la Commission européenne peut en témoigner, que les députés européens peuvent en témoigner. C'est la France qui est à l'initiative de l'existence d'une proposition de directive européenne. Je peux témoigner dans mes échanges avec le commissaire à l'emploi, qui est encore en fonction, M. Schmitt, quand j'étais secrétaire d'État aux Affaires européennes. J'ai vérifié mon agenda, je l'ai rencontré pour la première fois peu de temps après être arrivé en fonction, dès septembre 2020, bien avant la présidence française de l'Union européenne qui en avait fait un axe important. Nous avons demandé qu'il y ait un texte, pas seulement des recommandations, des lignes directrices, comme on fait parfois au niveau européen, mais un texte juridique qui apporte une régulation à l'échelon européen. Pour plusieurs raisons. Pour la première raison qui est d'apporter des garanties sociales importantes, de le faire à l'échelon européen parce qu'on voit bien que tous les pays sont confrontés aux mêmes défis et que, en l'absence de règles communes, il y a des règles très différentes qui se comparent les unes aux autres plus ou moins bien. Et puis il y a une action qui a apporté des protections sociales réelles en justice, mais des décisions parfois éparses qui ne décident pas un cadre social garanti, lisible, protecteur. Et c'est le sens de cette demande que nous avons portée au niveau européen. Et ensuite, la Commission européenne a effectué un certain nombre de consultations, proposé un texte qui repose, comme vous le savez, sur l'idée d'une présomption de salariat. Et pour être transparent jusqu'au bout, c'est à la fois la France qui a demandé qu'il y ait une directive et un texte européen, et la solution que nous avons préconisée, comme quoi la Commission européenne a écouté plus largement, alors qu'elle était au départ réticente à l'idée même d'un texte, c'était de garder la même logique qu'au niveau national, c'est-à-dire définir un cadre ad hoc et de ne pas plaquer à 100% le modèle du salariat sur une activité nouvelle et sur une activité, j'y insiste aussi,
qui est très diversifié. On parle beaucoup des chauffeurs et des livreurs, à juste titre, mais il y a toute une série d'autres activités, d'organisation événementielle, de prestations informatiques, etc., qui ne sont d'ailleurs pas toujours des activités mal rémunérées ou peu qualifiées. Donc il y a une très grande diversité de plateformes, notamment en France et partout en Europe. Et donc notre conviction profonde a toujours été de dire qu'il était préférable, c'est un débat, qu'il est très préférable d'avoir un cadre social ad hoc pour protéger les vrais indépendants et sanctionner les employeurs de fait de faux indépendants, mais garder cet équilibre entre les deux, car quand on interroge un certain nombre de plateformes, comme je l'avais fait à l'époque où j'étais secrétaire d'État aux affaires européennes, beaucoup disent nous voulons garder une indépendance, une autonomie, mais avec les droits sociaux renforcés. Et donc cette troisième voie, si je puis le dire ainsi, que nous avons défendue en France, très en avance sur beaucoup de pays, nous l'avons portée au niveau européen. Ce n'est pas le choix qui a été fait par la Commission européenne. Et aujourd'hui, ce débat est encore en cours. Je dirais simplement, puisque je ne suis pas en charge de cette négociation européenne aujourd'hui, qu'il faut, à mon avis, préserver deux objectifs. D'abord de la différenciation, parce que comme je l'ai dit, les critères, les fonctionnements, les niveaux de rémunération des activités de plateforme ne sont pas tous les mêmes. Et puis de la clarté, parce que si les critères de présomption ou d'inversion de la présomption de salariat ne sont pas clairs, c'est un des points que la France et d'autres pays soulèvent, nous ne serons pas protecteurs, bien sûr, pour les acteurs économiques, mais surtout pour les salariés, entre guillemets, ou les acteurs qui seraient requalifiés en salariés, parce que chacun veut savoir, évidemment, quel cadre social lui est applicable. Pardon d'être un peu long sur ce sujet, je l'ai suivi plutôt dans des fonctions antérieures, je n'en suis plus directement chargé aujourd'hui, je sais qu'Olivier Dussopt le suit principalement comme ministre du Travail de très près et a sans doute apporté des réponses. Je voudrais juste finir, si vous me le permettez, sur un point, puisque vous parlez des évolutions du secteur, qui relève, lui, directement de ma responsabilité, avec la ministre chargée du handicap. C'est la question de l'accessibilité. C'est un vrai sujet de transformation du secteur du T3P, taxi et VTC, et notamment pour les Olympiques et Paralympiques, mais ce sera évidemment un héritage. Nous avons mis en place, et j'ai voulu renforcer le dispositif de passage à 1000 taxis, puisque ce seront plutôt des taxis, accessibles aux personnes à mobilité réduite sur le périmètre des taxis parisiens d'ici 2024. Et la loi olympique que votre Assemblée a votée récemment, que le Parlement a adoptée définitivement récemment, permet de délivrer des autorisations de stationnement supplémentaires dans un but d'accessibilité conditionné à des travaux d'accessibilité du véhicule. Je ne serai pas trop long sur ce sujet, mais puisque vous parliez des défis du secteur, les transformations du secteur, je me devais aussi de l'évoquer. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Vous l'avez évoqué dans votre tour d'horizon, mais je voulais vous inviter à peut-être aller un peu plus dans le détail sur la question de la lutte contre la fraude. On en a parlé déjà, hein, bien sûr, avec le ministre du Travail. On sait que les plateformes de livraison, voire VTC, ont pu être condamnées en justice à plusieurs reprises pour travail dissimulé, pour fraude. Il y a la question notamment, par exemple, de l'allocation de compte parfois à des sans-papiers dans le cadre des plateformes de livraison. Est-ce que vous pouvez nous indiquer vos positions sur le sujet, si vous considérez que le cadre existant est suffisant, vous l'avez évoqué un peu, et l'action des différents ministères ainsi que le vote sur la question? Oui, peut-être 3 points sur ce sujet, pour être un peu plus précis que ce que j'ai indiqué rapidement en introduction. D'abord, il y a des sanctions administratives ou judiciaires qui peuvent être prononcées et qui sont prononcées chaque année à l'encontre des taxis ou des VTC. J'ai évoqué le dispositif de commissions locales du D3P qui sont présidées par les préfets de département. Et ce sont les services préfectoraux qui sont chargés d'organiser autant de commissions disciplinaires que nécessaire en fonction des faits qui leur sont remontés ou qu'ils identifient. Je prends un exemple sur le périmètre de la préfecture de police, qui est évidemment le périmètre principal, environ 40% des taxis en France. 16 commissions disciplinaires, taxis, VTC ou autres véhicules motorisés concernés par le transport, ont eu lieu en 2021 et ont sanctionné au total, à l'issue de procédures contradictoires, 85 professionnels par des retraits de cartes. Pour donner un exemple, donc je parlais de quelques dizaines de cas, il y a des contrôles, il y a l'implication par ces commissions locales. Est-ce qu'à mon avis, il faut changer le dispositif? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut au contraire le stabiliser, peut-être simplement que les procédures soient plus nombreuses pour identifier et signifier à ceux qui seraient tentés de frauder que ces commissions existent et que les sanctions sont appliquées. Je crois que c'est encore peu connu. J'ai évoqué, cela est sous la responsabilité du préfet de police et du ministre de l'Intérieur,
Mais j'en dis un mot, l'unité de contrôle des transports de personnes de la préfecture de police, de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, ce qu'on appelle souvent donc les BOR. Il y a une volonté, le préfet de police d'ailleurs je crois vient de l'indiquer ou l'indiquera dans la journée, de mener davantage d'opérations dites coup de poing pour avoir des contrôles aussi bien sur les taxis que sur les VTC, vérifier que les règles sont appliquées et que les éventuels manquements sont sanctionnés. C'est peut-être des choses très concrètes qu'on a sans doute tous vécu comme utilisateurs ou qui nous sont souvent signalés notamment par les touristes, l'absence de terminal de paiement électronique ou pour les VTC par exemple l'absence de respect de la règle de non-maraude qui est réservée aux taxis. Faut-il faire évoluer là aussi sur l'équilibre entre taxis et VTC le cadre réglementaire qui a été construit par étapes et par itération, notamment par les lois Thévenoud et Grand-Guillaume? Je ne le crois pas. Quand je reçois, et j'ai reçu à plusieurs reprises comme ministre des Transports dès le mois de septembre, les représentants professionnels des taxis, les représentants professionnels des VTC, on va revenir peut-être sur d'autres questions, l'examen et autres, j'ai le sentiment que les choses ne sont pas parfaites, mais que le cadre global est bien posé et qu'il ne faudrait pas rouvrir, pour le dire un peu crûment, la guerre taxi-VTC qui a en fait trouvé plutôt son apaisement. Et d'ailleurs, faut-il le préciser, des chauffeurs font parfois les deux activités, puisque c'est possible, sous certaines conditions, d'effectuer dans une même journée ou dans une même semaine, deux types d'activités avec un même véhicule. Mais il y a des droits et des devoirs qui sont différents. Je crois que cet équilibre a été construit par ces deux lois en particulier, et par la LOM portée par Elisabeth Borne sous le mandat précédent, qui permettent par exemple que quand on est un taxi, on a une prérogative particulière qui est de pouvoir être ailé et de pouvoir faire de la maraude, mais aussi des contraintes plus importantes dans l'examen professionnel ou dans l'achat historiquement de licences. Bon, alors qu'un VTC a des obligations initiales moindres, mais des droits aussi qui sont moindres, et par exemple l'interdiction de se faire ailer, de faire de la maraude. Sont-elles parfaitement respectées ces règles? Sans doute pas. C'est un des points que remontent régulièrement les fédérations professionnelles. Et donc je crois que la concentration qu'on doit avoir, c'est sur l'application de ces règles plutôt que sur l'évolution ou alors à la marge du cadre réglementaire. Un point important puisque par différents canaux, y compris par des chartes d'engagement complémentaires, des engagements donc, ont été pris par les plateformes en particulier, notamment en mars 2022, si je ne me trompe, pour les plateformes de chauffeurs et de livreurs. Et cela a porté aussi ses fruits, avec parfois des effets collatéraux qui ne sont pas neutres, puisque quand les plateformes ont revu les critères de dépôt de documents, de vérification de documents d'identité, etc., ça l'a abouti, on l'a vu à l'automne et à l'hiver dernier, à plusieurs centaines, même parfois plusieurs milliers de déconnexions de comptes. Ce qui était sans doute nécessaire, puisque ça voulait dire que c'était des cas de non-respect des règles, sciemment ou par ignorance des règles par les chauffeurs et par les livreurs, mais il était important que les plateformes elles-mêmes accentuent le respect de ces règles. Un dernier point, si vous me le permettez, qui élargit un tout petit peu la focale, mais qui me semble aussi très important, c'est que mon prédécesseur, le ministre Djebari, et la prédécesseur d'Isabelle Rome, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, avaient signé aussi avec les plateformes de VTC une charte d'engagement sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. C'est une autre forme de règles et d'encadrement, avec des actions du type bouton d'alerte, par exemple, qui se mettent en place et qui, je vais être très honnête, doivent être mieux appliquées et renforcées, et que je souhaite aussi appliquer au taxi, comme quoi on peut prendre les bonnes pratiques dans une partie du secteur et les transposer dans le reste du secteur du 3P. J'ai réuni un comité de lutte contre les violences sexuelles et sexistes il y a quelques jours, et cet engagement a été confirmé à la fois par les plateformes de VTC et par les organisations représentatives des taxis. Merci. Moi, j'ai juste une autre question. Je voudrais profiter notamment de votre expérience aux affaires européennes. On a souvent, comme sur d'autres sujets, sur ce débat, une approche très insulaire. Or, les questions que nous nous posons sur l'encadrement, sur l'équilibre à trouver entre les VTC, les taxis, entre l'innovation et la protection sociale, sont évidemment des questions qui ont été posées dans toutes les grandes économies, qui ont vu arriver ces nouveaux phénomènes. D'ailleurs, vous avez souligné à juste titre que toujours aujourd'hui, il y a à Paris une offre par habitant de VTC ou de taxi qui reste inférieure quand même aux grandes villes touristiques comparables. C'était naturellement le cas aussi, bien sûr, avant l'arrivée des VTC, ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y a pas eu, comme vous l'avez souligné dans votre introduction, d'effet d'éviction, de remplacement, mais au contraire un marché aujourd'hui qui a une offre plus importante, y compris au niveau des taxis, qui sont plus nombreux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient
il y a une dizaine d'années. Est-ce que vous pouvez juste nous esquisser la façon dont la France se compare par rapport à ses principaux partenaires européens et la façon d'ailleurs dont ça se transpose dans le débat actuel sur la directive, sur cette question de l'encadrement, de la régulation des VTC, des relations entre ces deux secteurs, et voir d'ailleurs s'il y a des exemples, contre-exemples que nous pourrions suivre sur ces dispositifs. Merci. Alors, à ma connaissance, les éléments de comparaison sont encore un peu fragiles, à la fois parce que la tendance est récente et parce que les périmètres ou les régulations ne sont pas exactement les mêmes d'un pays à l'autre ou d'une grande capitale à l'autre. Ce qu'on constate, c'est que dans toutes les grandes capitales, ce qu'on appelle chez nous les VTC, se sont développés depuis le milieu des années 2000 parce que, au départ, la technologie des applications et donc les plateformes de mise en relation, dans d'autres domaines aussi, se sont développées. Et donc on constate cette tendance dans toutes les grandes capitales européennes. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je sais qu'il y a encore quelques mois, une grande plateforme de chauffeurs bien connue indiquait que la France, et Paris en particulier, était son deuxième marché urbain mondial et le premier hors des États-Unis, ce qui en tout cas signifie, je ne sais pas si c'est encore le cas à l'heure où nous parlons, mais ce qui en tout cas signifie qu'il y avait sans doute une place à prendre pour compléter une offre de transport. Et je le redis, quand je regarde les chiffres parisiens et je n'ai pas connaissance de contre-exemples européens ou d'exemples différents au niveau européen, c'est qu'il n'y a pas eu de baisse, au contraire, du nombre de licences de taxi et que on a encore sans doute de la place pour offrir plus de transports dits T3P dans les années qui viennent en France sur les deux volets, à la fois les VTC et les taxis. Et tous les pays européens ont cherché progressivement une régulation. Elle s'est faite par deux types d'actions, soit par des règles, lois ou règlements, soit par des décisions de justice, notamment sur le volet social que vous avez évoqué. C'est des décisions de justice, je prends l'Europe au sens large, hors de l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Espagne, qui ont parfois abouti à reconnaître des cas de salariat, qui n'ont pas forcément eu un effet généralisateur, c'est-à-dire ça n'a pas abouti à ce que le salariat soit toujours la règle. Et peu de pays, pour l'avoir vécu directement, avaient porté l'idée d'une régulation européenne. Et même, je le dis sans arrogance française, mais avec une conviction, et c'était la réalité, ce sont des élus français, y compris d'ailleurs au Parlement européen, mais le gouvernement français au Conseil, qui a porté l'idée, encore une fois, qu'il y ait justement, pour éviter un morcellement, pour éviter des directions différentes, pour éviter des cadres plus ou moins protecteurs d'un pays à l'autre et des comparaisons qui ne sont jamais bonnes, qu'on ait ce cadre commun européen. Ensuite, on peut discuter de savoir s'il faut une présomption générale de salariat, s'il faut une présomption de salariat avec des critères, comme c'est ce qui semble s'esquisser au Conseil, s'il faut un cadre de régulation ad hoc, comme nous l'avons commencé au niveau national. À ma connaissance, le modèle que nous avons développé sur les relations sociales, je le disais, par étapes, loi de 2016, ordonnance de 2021, création de l'ARPE, création d'un cadre de dialogue social et de représentativité, est unique. Et je pense qu'il doit être préservé ou renforcé. Oui, merci, merci monsieur le ministre. Vous laissez sous-entendre, en fait, enfin même, vous dites clairement que finalement c'était la France qui souhaitait à tout prix un texte et quelque part c'est la France qui a impulsé le travail de l'Union européenne sur cette question de régulation des relations des travailleurs des plateformes. Mais est-ce que la France n'était pas plutôt en défense, non pas d'un texte sur les travailleurs des plateformes qu'on a aujourd'hui, mais voulait non pas une directive en tant que telle, mais une ligne directrice sous l'angle plutôt des règles de la concurrence et pas de l'article 153 du traité du TFUE, c'est-à-dire sur les droits des étrangers, les droits des travailleurs, pardon, excusez-moi, parce qu'en fait, la position de la France, si je comprends, moi, de la lecture que j'en ai eue, c'est qu'elle voulait à la fois donner le droit aux indépendants de pouvoir aborder un dialogue social sans pouvoir être accusés de déroger aux règles de la concurrence et de l'entente, et qui avait de fait une volonté finalement de permettre par le biais du dialogue social, d'éviter toute requalification salariée, tout en reconnaissant, tout en imposant qu'on était dans des relations commerciales et sans
se mettre en porte-à-faux des règles commerciales. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il me semble que le 15 décembre 2021 à Strasbourg, vous êtes à l'époque, juste avant la présidente française de l'Union européenne, secrétaire d'État à l'Europe, et vous assumez d'ailleurs d'avoir un désaccord avec la proposition de la Commission européenne. Et il me semble que les travaux, enfin en tout cas la feuille de route de la Commission européenne sur une directive concernant les relations des travailleurs des plateformes est bien antérieure à la PFUE, puisque c'est Madame van der Leyen qui d'ores et déjà lançait le travail. Donc, je voudrais aussi vous interroger sur le fait que l'Union européenne, dans son étude d'impact, a d'ailleurs montré que dans une estimation qui aurait 28 millions de travailleurs de plateforme, il y en aurait au moins 5 millions qui seraient requalifiés en salariés avec la démarche de la directive présomption de salariat, et qu'il s'agirait surtout des livreurs de repas et des chauffeurs VTC. J'ai bien pris note de vos propos tout à l'heure, et vous dites qu'il faut absolument protéger les vrais indépendants et sanctionner les abus de faux indépendants. Alors, êtes-vous favorable à la requalification salariée, maintenant que vous êtes ministre des Transports, de l'ensemble des chauffeurs VTC, puisque toutes les décisions de justice attestent bien qu'ils sont dans un lien de subordination, que dans son étude d'impact, la Commission européenne dit bien qu'il faudrait les requalifier en salariés, ou bien êtes-vous en total désaccord, finalement, avec la démarche de l'Union européenne, comme vous l'avez exprimé le 15 décembre 2021 à Strasbourg. Et vous vantez, comme M. Dussopt, la démarche de la France d'instaurer un dialogue social. Est-ce qu'au nom de ce dialogue social, vous avez convoqué une réunion extraordinaire de l'ARPE pour qu'il y ait un débat dans l'ARPE, au sein de l'ARPE, assorti d'un vote sur la position que devrait défendre la France sur cette directive présomption réfragable de salariat? Sachez que j'ai demandé à votre homologue ministre du Travail s'il avait concerté l'ensemble des organisations, les confédérations syndicales, à laquelle moi j'ai écrit, et qui m'ont répondu toutes qu'en fait elles n'avaient pas été sollicitées par le gouvernement pour s'enquérir de leur position vis-à-vis de cette directive présomption de salariat. Et vous, en tant que ministre, que pensez-vous de la demande que je porte à la fois en tant avec le groupe La France Insoumise, mais toutes les composantes, tous les groupes politiques de la NUPES, qu'il y ait bien un débat assorti d'un vote à l'Assemblée nationale, au nom de l'article 50, alinéa 1 de la Constitution, concernant cette directive présomption de salariat européenne, afin qu'on sache ce que la France défend. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Il y a beaucoup de choses, et je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je vais essayer d'être le plus précis possible dans mes éléments de réponse à vos différentes questions. Bon, d'abord, sur le volet européen. Je n'ai pas dit que c'était au moment de la présidence française de l'Union européenne, commencée au 1er janvier 2022, que le débat avait commencé sur la question d'une directive. En effet, cette directive, ce projet de directive avait déjà été déposé à ce moment-là. Ce que j'ai dit, c'est qu'en revanche, dans cette perspective, notamment de la présidence française de l'Union européenne, qui était importante pour nous, mais plus largement, et en effet bien avant, je le répète, la France avait défendu, oui, l'idée qu'il y ait un texte européen sur la régulation des plateformes. Et quand je dis un texte, c'est bien un texte législatif, un texte à valeur imposée, contraignante. Ça peut être une directive ou un règlement. Je crois que nous n'avions pas formulé, à ma connaissance, une préférence pour l'un ou pour l'autre, mais en revanche une préférence très claire pour l'existence d'un texte par rapport à de simples recommandations, lignes directrices, indications ou autres possibilités européennes. Ça, c'est très clair. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'auditionner le commissaire Schmitt, Nicolas Schmitt, commissaire à l'emploi. Et je ne sais pas si vous avez l'occasion de lui poser cette question précise. Je ne vais pas parler à sa place, mais je crois qu'il ne démentirait pas l'engagement de la France que nous avons porté pour demander un texte européen sur le volet social. Bon, premier point. Deuxième point, sur le contenu du texte, c'est pas un scoop et je l'assume parfaitement. Je ne suis plus en charge de cette négociation, mais j'ai été partie prenante des épisodes précédents, si je puis dire, comme secrétaire d'État aux affaires européennes. Oui, nous avons défendu l'idée qu'il fallait un texte européen commun, en dur, mais que la présomption généralisée de salariat n'était, selon nous, pas la voie la plus protectrice. Je ne l'ai jamais caché. Je crois que vous allez auditionner la députée européenne, Madame Leila Chaibi, qui s'est beaucoup impliquée,
je vous salue, Madame la députée européenne, pardon, je n'avais pas que vous n'étiez dans la salle, ça tombe bien. Je crois que vous pourriez le dire en toute transparence, nous avons eu ces échanges en partageant l'idée, je crois qu'il fallait une régulation et une régulation européenne, et j'ai défendu, moi, sans le cacher, l'idée que la voie d'un cadre social ad hoc était, me semble-t-il, la meilleure voie pour avancer dans le sillage de ce que nous défendions au niveau français. C'est assez cohérent, vous en conviendrez. Ensuite, est-ce qu'il faut différencier par type de profession, puisque dans le secteur, il y a des choses différentes, des situations différentes, qu'on est livreur, je ne citerai pas de marque, mais enfin on voit bien dans nos villes, conducteur VTC, ou qu'on travaille pour d'autres plateformes. Oui, ça ne me choquerait pas qu'il y ait des exigences différentes. D'ailleurs, la justice a eu à connaître de cas, notamment sur une grande plateforme bien connue, où elle a constaté que déjà dans le droit français, dans certains cas ou dans certaines conditions, étaient réunis les critères du salariat de facto. Bon. Et donc, est-ce qu'il faut prévoir, par exemple, plus en charge directement de ce dossier, mais des règles plus protectrices pour les chauffeurs VTC ou pour les livreurs, parce qu'ils sont, compte tenu de la taille des plateformes, compte tenu du développement du secteur, en général, des acteurs très récurrents, très réguliers, voire complètement stables de telle ou telle plateforme, ça ne me choquerait pas qu'il y ait des règles spécifiques. Je vous le dis aussi, les règles européennes, on les discute, on défend cette position d'avoir un cadre différencié et ad hoc, et comme il se doit, si la directive, quand la directive sera adoptée, ce que je souhaite et ce que le gouvernement défend, eh bien nous appliquerons les règles européennes, quelles qu'elles soient. Il y a une discussion entre le Parlement européen et le Conseil aujourd'hui. Sur la convocation de l'ARPE, écoutez, il ne me semble pas que ce soit dans ce cadre-là, je n'ai pas exactement compris quelle était l'idée, mais qu'on ferait une législation. Bon, si le Parlement souhaite se saisir ou voter d'une législation, soit en transposition de la directive dans quelques mois sans doute, soit pour prendre les devants sur tel ou tel élément de régulation supplémentaire, notamment sur l'encadrement de l'indépendance ou aller un cran plus loin, ça je crois que ça ne relève pas de l'ARPE, des missions de l'ARPE de le définir. Les missions de l'ARPE sont ciblées, limitées, elles visent à permettre le dialogue social, c'est le cadre que nous avons retenu, entre les représentants des employeurs et désormais les représentants élus des travailleurs des plateformes. Donc je crois que ce n'est pas à l'ARPE de se substituer ni à une négociation européenne menée par le Parlement européen et le Conseil, ni au travail parlementaire. Et si il y a des modalités de consultation que le Parlement souhaite organiser pour nourrir ces travaux, comme cette commission et peut-être d'autres, c'est bien sûr à vous de le déterminer. Quant à l'article 50-1, c'est à la fois des choix parlementaires et gouvernementaux. Je ne suis plus en charge directement de ce dossier, donc vous permettrez que je ne préjuge pas de la position sur ce sujet, mais je crois que vous aurez l'occasion, et je ne doute pas que vous poserez la question, d'interroger la Première ministre. Oui, alors écoutez, moi je ne critique pas le fait que votre ligne soit cohérente, je la trouve extrêmement cohérente. Mais par ailleurs, elle correspond totalement à la cohérence qu'a pu défendre Uber. Uber dans son Better Deal et dans les tribunes que Uber a pu transmettre à la presse et qui datent notamment du 16 février 2021, donc avant la création de l'ARPE, mais au moment aussi où tout cela se discutait. La stratégie d'Uber, c'est clairement de dire il faut défendre un dialogue social et permettre des nouveaux droits sociaux pour les travailleurs des plateformes. Bon, vous me direz qui peut être contre qu'il y ait un dialogue social, qui peut être opposé au dialogue social et aux droits sociaux. Mais la stratégie d'Uber, c'est bien de faire en sorte qu'il y ait un dialogue social et des droits sociaux pour se soustraire de toute requalification salariée et faire en sorte qu'on soit simplement sur la mise en relation de travailleurs indépendants et de clientèle pour un service. Et donc, la position de la France, que vous rappelez avec l'ensemble de vos termes, comme l'a fait M. Dussopt, dans une totale cohérence, finalement revient à défendre la position de la plateforme Uber. Et je trouve quand même hallucinant de dire que nous sommes favorables à un dialogue social. Le dialogue social de l'ARPE peut parler de tout, sauf de la question du statut, qui est la question fondamentale. Donc, les travailleurs des plateformes, par le biais de leurs représentants, peuvent, à l'ARPE, parler de la question des tarifs, parler de la question d'un certain nombre de droits sociaux, mais ils ne peuvent pas parler du statut. Donc je trouve ça étonnant. Mais j'ai néanmoins d'autres questions à vous poser. Vous avez abordé la question des contrôles et des BOR. Vous avez parlé de la question de l'équilibre entre taxi VTC. Monsieur le ministre des Transports, que pouvez-vous dire sur le fait que, finalement, aujourd'hui, soyons francs, la loi Thévenoud et la loi Grand-Guillaume
ne sont pas pleinement appliquées. Puisque la loi Thévenoud et la loi Grand-Guillaume sont censées notamment interdire la maraude électronique, exiger un retour au garage, instaurer une véritable data. Est-ce que vous estimez que cette loi est pleinement appliquée? Première question. Vous avez dit que vous souhaitiez renforcer les moyens de contrôle. Et c'est vrai que ce secteur de plateforme s'est tellement précarisé, paupérisé, engendrant aussi une certaine précarisation des taxis, qu'on a une multiplication de pratiques illégales, et notamment les pratiques de racolage et d'arnaque aux alentours de gares et d'aéroports, et qu'il est urgent d'augmenter les effectifs des BOR, pas simplement sur l'Île-de-France, mais aussi sur l'ensemble des grandes métropoles. Mais vous êtes d'accord que les lois sont faites pour être appliquées. Comment le gouvernement entend le faire? Dernière chose, vous avez parlé des commissions locales de transport de particuliers de personnes. Vous avez aussi normalement un observatoire national des transports publics particuliers de personnes qui devait se développer dans tous les départements. Est-ce que c'est développé dans tous les départements? Est-ce qu'il dispose bien de toutes les données par département? Car vous avez donné les données concernant le nombre de VTC, mais pour l'échelle nationale. Or, c'est à l'échelle de chaque département qui sont nécessaires. Y a-t-il eu des rapports depuis 2018 de ces observatoires, de cet observatoire national, et qui permet justement d'évaluer l'évolution du nombre de taxis et de VTC et de la demande? Et dernière question, vous avez fait une référence aux Jeux Olympiques et à l'augmentation des licences pour notamment les personnes à mobilité réduite. Vous vous souvenez bien que lorsqu'il y a eu le début du démarrage d'Uber et des mobilisations des taxis contre les VTC, ou plutôt contre l'ubérisation, le sujet souvent qui était mis en avant, c'est qu'il faut absolument une disruption pour concurrencer le monopole des taxis et des grands de la G7. Et le président, à juste titre, dans une autre édition du directeur de la G7, a rappelé aussi les profits engrangés par la G7 sur ce secteur. Dès lors, pourquoi avoir accordé 500 licences aux grandes sociétés de taxi, donc en premier lieu certainement à la G7, et seulement 150 aux locataires gérants, donc aux futurs artisans, alors que précisément Emmanuel Macron et ceux qui étaient proches de lui à l'époque défendaient l'ubérisation pour créer une concurrence saine dans le secteur des taxis. Or là, on renforce les grandes entreprises à la place des artisans. Merci Madame la rapporteure. J'étais surpris que vous n'en veniez pas plus tôt à cette idée qu'il y a évidemment cette insinuation selon laquelle toute la politique menée serait la politique du beurre. Moi, je n'ai pas suivi tout le dossier, je vais être très clair. Je ne crois pas que les lois Thévenoud et Grand-Guillaume étaient le souhait du beurre. Je ne crois pas que la directive était le souhait du beurre. Moi, je n'étais pas en charge de cette question. Enfin, je pense que vous aurez du mal à le démontrer. Et je ne pense pas que l'idée d'avoir une régulation européenne, et je le maintiens, que peu de pays, même aucun pays ne souhaitait au départ, que la Commission elle-même ne souhaitait pas au départ, et sans l'action de la France, il n'y aurait pas ce débat sur la directive. On peut avoir un débat sur le contenu. Il n'y aurait pas de débat sur la directive sans l'action de la France, je le maintiens, y compris des gouvernements qui associent des partis de gauche, parfois d'extrême gauche, dans leur propre camp. C'est la France qui a défendu cela, je le maintiens. Et j'assume parfaitement qu'on ait une volonté qui soit pas l'interdiction, qui soit pas l'empêchement des grandes plateformes, quelle que soit d'ailleurs leur nationalité, mais qui soit des exigences renforcées. On peut avoir un débat, je pense qu'il n'y a pas de monopole du cœur ou du social, sur la façon efficace de protéger les droits des travailleurs. Vous m'avez interrogé, j'ai été clair. Est-ce qu'il faut sans doute des obligations supplémentaires dans le secteur des livreurs, dans le secteur des chauffeurs? Oui, je le crois. Et d'ailleurs, la justice a commencé, en application de notre droit existant, à l'exiger dans un certain nombre de cas, et que le Parlement s'en empare ne me choque pas. Ne mettons pas de soupçons là où il n'y en a pas. L'ARPE, c'est pas elle qui définit les statuts. C'est pas elle qui définit la loi. C'est pas elle. Si le Parlement décide, c'est pas la position que je défends, mais si le Parlement décidait de voter le salariat généralisé, c'est pas l'ARPE qui va être contre ou être pour. L'ARPE est un établissement public qui a une mission et un principe de spécialité qui est d'organiser le dialogue social. Si on veut changer de modèle, je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles je crois que le modèle actuel porte ses fruits et permet des accords. Et d'ailleurs, je l'ai redit, il y a encore des accords ambitieux qui sont en cours, qui n'étaient pas franchement la volonté des plateformes au départ, qui vont renforcer, je crois, le minimum de rémunération des chauffeurs, et je le souhaite. Eh bien, si on change de modèle et qu'on veut plus de l'ARPE et qu'on veut autre chose, c'est au Parlement souverain d'en décider, ou aux règles européennes et au Parlement européen d'en décider. Ce n'est pas l'établissement public qui va choisir ses missions et ses spécialités. Ce serait une drôle de conception. Non, mais ce serait une drôle de conception des choses.
Voilà. Mais non, mais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que peut faire l'ARPE ou ce que ne peut pas faire. Est-ce que les lois Thévenoud et Grand-Guillaume en particulier sont bien appliquées? Oui, je crois qu'elles sont appliquées. Les services de mon ministère, le cas échéant du ministère de l'Intérieur, un certain nombre de cas, notamment sous l'autorité du préfet de police, les font respecter. Est-ce que, comme toute loi, ça veut dire qu'il y a zéro abus et que 100% des cas de fraude ou de non-respect des règles, on va le dire comme ça, sont identifiés et sanctionnés? Sans doute pas. Bon. Est-ce qu'il faut renforcer les effectifs des BOER? Ce n'est pas moi qui en suis décisionnaire, mais je crois pouvoir dire, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'interroger Laurent Nunez, le préfet de police, que c'est bien la direction qui est prise et que le préfet de police en a fait, en effet, sous l'orientation du ministre de l'Intérieur et de moi-même, une priorité qui vaut d'ailleurs pour les VTC comme pour les taxis, puisque ces deux professions sont soumises à des règles un peu différentes, mais qui sont importantes. Et pour tout vous dire, puisque j'ai réuni à plusieurs reprises les représentants professionnels des taxis comme des VTC, c'est ma responsabilité de ministre des Transports, oui, il y a notamment de la part des taxis des demandes qu'on applique mieux, qu'on sanctionne plus, qu'on renforce la vérification des règles sur le respect de la maraude, qui est leur prérogative et pas celle des VTC. Et donc, c'est aussi une des missions des BOER notamment. Et c'est toujours la même chose. Hein. Si on veut que la loi soit mieux respectée, il faut en effet des effectifs et des sanctions exemplaires. Sur les autorisations de stationnement, pardon, c'est un débat très intéressant. C'est pour ça que j'avais spontanément parlé de l'accessibilité. Qu'est-ce qu'on a fait? Je n'étais pas en responsabilité, mais je m'inscris dans cette continuité pour renforcer l'accessibilité des véhicules PMR. Personnes en fauteuil, personnes à mobilité réduite. On a mis en place une aide à la transformation, à l'acquisition de nouveaux véhicules pour qu'ils soient mis en accessibilité. Cette aide est réservée par décret aux taxis. Et je n'ai pas changé ce cadre-là, c'est réservé aux taxis, et notamment aux taxis individuels. Il n'y a pas de changement sur les autorisations à cet égard. Qu'est-ce que j'ai constaté en arrivant au ministère des Transports? C'est que nous avions fixé un objectif qu'on peut partager, de 1000 taxis PMR, hein, pour donner un ordre de grandeur, c'est 5 fois plus qu'aujourd'hui dans les taxis parisiens en région parisienne, qu'on n'était pas du tout à cet objectif et pas du tout sur la trajectoire de cet objectif. Et donc, il y avait plusieurs outils, et j'ai proposé, avec la ministre chargée des Jeux Olympiques et Paralympiques, qu'on ait spécifiquement sur la question de l'accessibilité, en effet, et je l'assume parfaitement, des possibilité d'octroyer des licences supplémentaires, pas seulement, mais aussi à des personnes morales, sous strictes conditions, que ce soit pour acheter des véhicules. Pourquoi? Je vais vous le dire très franchement, parce que ceux qui ont la capacité de commander rapidement, d'ici les Jeux Olympiques, et massivement des véhicules accessibles au PMR, ce sont en effet plutôt des sociétés, plutôt que des taxis individuels. Mais comme je souhaite, le préfet de police le met en œuvre, qu'on n'exclut pas les taxis individuels, les artisans taxis de ce geste complémentaire, il y a en effet 500 licences, c'est transparent, hein, qui sont accordées sur la base de la loi olympique, qui a été votée par le Parlement. Hein. Je n'ai pas caché ce point devant le Sénat, j'ai pas eu l'occasion d'en parler devant l'Assemblée nationale, vous m'en excuserez, c'est Amélie Oudéa-Castéra qui l'a fait, mais nous avons été très clairs sur le fait, je crois que c'était l'article 8 du projet de loi, qui permet ces licences supplémentaires pour des personnes morales. C'est donc très clair. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion d'en débattre avec vous-même à l'Assemblée nationale, mais la gauche sénatoriale a été, je crois, convaincue par cet argument au nom de la mise en accessibilité de cette priorité assumée. Je vais vous dire, on a, si je vous écoute, beaucoup d'amis, Madame la rapporteure, puisqu'on est soi-disant les acteurs mettant en place les recommandations d'une plateforme comme Uber, et en même temps les amis de la G7. Alors vous avez dit vous-même d'ailleurs qu'ils défendaient des positions contradictoires, comme quoi je crois qu'on essaie de défendre une position d'intérêt général, on peut avoir des différences d'opinion, mais d'intérêt général sur les cas qui sont les nôtres. Développer la concurrence, oui, je l'assume, et je pense qu'il était important d'avoir, avec un encadrement législatif et réglementaire, des VTC qui se développent, et des priorités, décarbonation, accessibilité, qui nécessitent de recourir aussi aux taxis, car les uns ne sont pas les ennemis des autres. M. Schreck et M. Zienski. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en début d'audition, vous avez employé l'expression de développement bénéfique. Vous évoquiez, je pense, par cette expression, la satisfaction de l'offre. Mais quel coût social? Pour quel coût social? Car ce que l'on appelle avec le recul la plateformisation ou l'ubérisation, c'est cependant la généralisation de toutes les mauvaises pratiques en droit du travail. Permettez-moi d'en citer quelques-unes, mais je ne suis pas exhaustif. D'abord, le travail dissimulé généralisé, parce que l'on peut considérer qu'en l'état des jurisprudences,
notamment de la Chambre sociale de la Cour de cassation, toutes les plateformes employeurs connaissent le statut et le lien de subordination qu'elles imposent et tombent sur le coup du travail dissimulé tel qu'il est prévu par l'article 82-23-1 du Code du travail. L'emploi de salariés en situation irrégulière. C'est la problématique des faux comptes et votre prédécesseur, ce matin, le ministre du Travail, a reconnu l'impuissance des pouvoirs publics à lutter contre ces faux comptes. C'est le contournement des règles du travail du dimanche, du travail de nuit, du repos compensateur, qui renvoie aux problématiques de la sécurité au travail, qui est une obligation de résultat qui pèse normalement sur les employeurs. C'est des cotisations sociales par définition éludées, et c'est aussi un instrument de fraude fiscale. Et nous avons évoqué les problématiques des terminaux de paiement, ou plutôt de l'absence des terminaux de paiement dans nombreux véhicules. Les travailleurs sont forcément victimes et durablement victimes de ces mauvaises pratiques du travail. Donc j'en viens à deux questions, si vous me le permettez. La première, pensez-vous, Monsieur le ministre, qu'en matière d'acquis sociaux, de protection des travailleurs, de respect du Code du travail, on puisse employer le terme de développement bénéfique? Et ma deuxième question, qui fait écho aux propos de Madame la rapporteure, c'est la troisième voie, ce statut ad hoc que l'on voit se dessiner et qui sont souhaités par beaucoup de plateformes. N'est-ce pas quand même, à terme, l'institutionnalisation de ces mauvaises pratiques qui sont révélées suite à de nombreuses décennies de contentieux et de lutte syndicale? Je vais vous proposer qu'on prenne tout de suite M. Zginski, Mme Rouleau, et comme ça on laissera le ministre répondre rapidement puisqu'on doit passer après à l'audition de la Première ministre. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour votre présence. Une question un petit peu complémentaire. Depuis la mise en place de nouveaux statuts, notamment de VTC, les chiffres de l'INSEE montrent clairement un développement, une forte hausse de l'activité de transport de personnes. Pérenniser ce développement, le rendre plus durable sur les plans social et économique paraît aujourd'hui une nécessité pour consolider ce secteur. On a auditionné également des représentants de nouveaux modèles de plateformes plus coopératives. Voilà, quel est votre avis sur cette solution-là potentielle et en général, puisqu'on est dans une commission d'enquête où nous devons être prospectifs également sur l'amélioration de ce secteur d'activité, en particulier sur l'aspect de transport, puisque ça relève de vos compétences. Quelles suggestions pourriez-vous, quelles idées pourriez-vous transmettre à notre commission sur ce sujet-là? Merci. Mme Rouleau, je crois que vous aviez une question. Oui, allez-y. Excusez-moi, Monsieur le Président. Merci. Oui, Monsieur le Ministre, je voulais aussi, à la suite de mon collègue Philippe Schreck, revenir sur les propos que vous avez eus. Vous avez dit tout à l'heure, on préfère un cadre social ad hoc, ce sont vos termes. Et juste avant, vous disiez que la France, justement, avait été à l'initiative, en fait, souhaitait une directive. Et vous avez rappelé que l'objectif, à ce moment-là, c'était la différenciation d'une part et la clarté. Donc, si vous souhaitez aussi un statut social ad hoc, c'est un petit peu peut-être contradictoire avec ce souci, cet objectif de clarté. Et surtout, je voulais savoir ce que vous entendiez par là. Est-ce que le cadre social ad hoc, c'est finalement uniquement le dialogue social et des conventions au cas par cas et donc de la jurisprudence, ou alors est-ce qu'on peut envisager une traduction législative de ce cadre ad hoc, de cette ouverture, parce que j'imagine que c'est peut-être ça, entre le statut du salarié et le statut de l'indépendant, une troisième voie. Qu'est-ce que c'est ce statut social ad hoc, et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait une traduction législative au moins sur certains points? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Je vais essayer si vous m'invitez, de répondre brièvement, mais néanmoins précisément. D'abord, Monsieur Schreck, j'ai parlé d'un bénéfice sur un point, c'est que l'offre s'est développée.
Et les 40 000, on va prendre ce chiffre-là, les 40 000 chauffeurs actifs en particulier, je pense que c'était dans un certain nombre de cas des gens qui n'avaient pas d'emploi du tout. On manque encore de recul sur ce sujet. Je vais être très clair aussi. Ce qu'on appelle, il y a des réalités très différentes justement, mais ce qu'on appelle ubérisation, c'est ni mon rêve ni mon projet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être très clair, je crois, quand on est en responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on interdit les plateformes ou est-ce qu'on régule les plateformes? Et aucun pays européen n'a proposé d'ailleurs, ni dans son propre périmètre, ni au niveau de l'Union européenne, des interdictions. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passerait si on cherchait, je crois, pourrait décréter par règlement ou par la loi qu'il n'y a plus de plateforme, que dans certains secteurs, c'est interdit d'opérer par plateforme. Je crois que c'est ce qu'on appelle la prohibition. Il se placerait exactement ce que vous dénoncez à juste titre, c'est-à-dire du travail dissimulé. Parce que l'outil technique des applications, il n'y a rien de plus facile à développer. Donc je crois que ce n'est pas facile. Aucun pays n'a trouvé complètement la clé. Il y a des positions politiques différentes, mais tous essaient de réguler, notamment en Europe, pour qu'il y ait un cadre social, je vais y revenir, Madame la députée, qu'il y ait un cadre social qui s'applique. Et il y a des débats sincères, si je puis dire, sur la présomption de salariat, sur la présomption générale de salariat, sur la critérisation pour appliquer ou pas cette présomption, pour la différencier en fonction de tel ou tel secteur. Non, pas sur tous les points. La fraude fiscale, il faut évidemment la combattre, elle n'est pas propre à ces secteurs. Je vais être très clair. Est-ce qu'on était dans un secteur où il y avait zéro problème et zéro fraude, je parle du T3P, avant l'arrivée des VTC? Est-ce qu'on avait partout des terminaux de paiement électronique qui permettaient de s'assurer que le consommateur et l'usager étaient bien servis et qu'on retraçait tous les frais financiers? Je ne suis pas certain. Est-ce que l'arrivée des VTC a aussi permis aux législateurs d'ailleurs d'appliquer des règles nouvelles qui bénéficient à tout le secteur? Oui, je crois. Est-ce que le service est meilleur? Oui, je crois. Est-ce que la régulation est renforcée? Oui, je crois. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Oui, je le crois aussi. Et on va être très honnête, le travail au noir, le travail dissimulé, ce n'est pas propre à ce secteur-là. Et les secteurs, si je puis dire, bien plus traditionnels, qu'on n'a pas interdits, comme le bâtiment et les travaux publics, on sait que les choses existent aussi et qu'il faut les renforcer par les moyens d'inspection du travail, par des sanctions exemplaires, etc. Donc oui, bien sûr, il faut organiser, réguler ce secteur, et nous ne sommes sans doute qu'à mi-chemin de ce travail de régulation nationale et européen. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai dit qu'il y avait un service qui s'était développé et je crois amélioré, mais bien sûr une protection sociale, je vais le dire de manière générique, à apporter, et on n'est pas encore au bout de cette logique. Si vous me permettez, je vais ainsi passer à la question de Mme Rouleau, et je reviendrai à votre question, monsieur le député Guinski. Quand j'ai parlé de différenciation et de clarté, clarté, ça veut simplement dire que ceux qui sont concernés par les règles, les plateformes comme acteurs économiques, surtout les livreurs, chauffeurs ou autres travailleurs des plateformes comme bénéficiaires de cette protection, il faut qu'ils comprennent comment ça s'applique. Si la directive est peu compréhensible, pour le dire comme ça, parce que les critères sont trop nombreux, parce qu'ils vont être appliqués du coup différemment d'un pays à l'autre, je crois qu'on n'aura pas une protection satisfaisante. Il faudra remettre l'ouvrage sur le métier. C'est dans ce sens-là. Et différenciation, parce que oui, je l'assume, je le redis en réponse à la question de Madame la rapporteure, que c'est la question des livreurs et la question des chauffeurs, et sans doute un secteur où socialement il faut des règles plus protectrices que dans d'autres domaines où il y a des centaines de plateformes, voire des milliers de plateformes qui sont une réalité très disparate. Le chauffeur Uber, puisque vous avez utilisé cette plateforme, ou le livreur Deliveroo, oui, ils doivent faire l'objet d'une protection, je pense, renforcée à l'évidence. Vous me parliez, Madame la députée, d'un cadre social ad hoc. Cadre social ad hoc, ça ne veut pas dire cadre mou. Ça ne veut pas dire simplement des chartes, des discussions au coin du feu. D'ailleurs, je le dis à l'Assemblée nationale, tout cela résulte de lois. La loi de 2016 qui a créé la cotisation en matière d'accident du travail, la loi de financement de la sécurité sociale qui, depuis 2023, a créé une protection sociale complémentaire, une ordonnance et une loi qui avait été portée à l'époque par Elisabeth Borne qui a permis d'organiser ce dialogue social. Ce dialogue social, il ne vient pas spontanément. La création de l'ARPE, c'est le législateur qui l'a voulu et le gouvernement qui l'a mise en place. Donc cadre social ad hoc ne veut pas dire que les choses sont contournables, légères ou à la carte ou à la demande. Bon, je précise aussi, j'ai pas eu l'occasion de le dire, que parmi les acteurs européens qui avaient défendu l'idée de règles ad hoc, il y a la Confédération européenne des syndicats. Il y a la Confédération européenne des syndicats, présidée par le secrétaire général de la CFDT, qui ne demandait pas, à ma connaissance, une présomption générale de salariat. Et je ne pense pas qu'on puisse reprocher aux syndicats européens, membres de la Confédération européenne des syndicats, il y avait des débats entre eux, pour être tout à fait transparent, mais de ne pas se préoccuper de la protection des chauffeurs, des livreurs et des autres travailleurs des plateformes. Dernier point pour répondre à monsieur le député Sginski.
oui, il y a sans doute, je crois que le directeur général du travail a donné cette indication, actif, plus de 100 000 travailleurs des plateformes en général, avec des situations là encore très différentes. Et oui, je le maintiens, je crois que la plateforme, c'est-à-dire une application qui permet de mettre en relation des personnes, pour le faire de manière très courte, il y a beaucoup d'activités différentes. Quand vous êtes un prestataire informatique très qualifié, vous n'avez pas tout à fait les mêmes enjeux de rémunération à garantir et à augmenter, de droits sociaux à sécuriser, qu'un livreur ou un chauffeur qui, lui, en effet, ou elle, mérite une protection renforcée. Et je le redis, je pense que nous ne sommes pas tout à fait au bout du cadre législatif, réglementaire et européen que nous devons appliquer. Et je comprends aussi que c'est l'un des objets, espérons avoir pu contribuer à l'éclairer, du travail de votre commission, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Bon, je suis vraiment désolé parce que je sais qu'on a une question supplémentaire, M. Karabat, mais si vous m'excuserez, puisqu'on a la Première ministre, je crois, qui attend déjà, donc vous pourrez lui poser la question. Je vais suspendre maintenant. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre disponibilité et de vos réponses à la commission d'enquête. D'ailleurs, je précise que nous pouvons aussi vous transmettre par voie écrite les questions supplémentaires, que nous aurons peut-être d'ailleurs des demandes de documents, mais dans l'intervalle, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie.